Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quad 9. Aujourd'hui, je reçois le professeur Louis Géel, qui est le président de SOS Crise. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, bonsoir. Voilà, Merci. nous sommes contents de vous accueillir ici à Zouk Télévision aujourd'hui, que vous puissiez faire vos vœux pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane qui nous regardent aussi. Et puis nous allons faire aussi un petit point sur l'association SOS Crise et comment vous avez pu franchir ce cap de 2020 à 2021. Alors, peut-être les vœux Oui. d'abord. Merci beaucoup de votre invitation et de nous proposer, comme vous le faites régulièrement, la parole, Merci. puisque c'est vraiment important d'avoir l'attention de médias comme Zouk TV pour cette action qui s'inscrit dans la communauté. Et donc on est très heureux, et au nom de SOS Crise, mais également j'associe mon service de psychiatrie au CHU, puisque j'en suis le chef de service et professeur pour l'Université des Antilles. Vraiment, je souhaite à chacune et à chacun de ceux qui nous écoutent de trouver la force, la capacité de pouvoir vivre cette année 2021 avec des éléments de référentiel, avec de la confiance, avec des éléments concrets sur lesquels on peut s'appuyer. Je vous en prie de ne pas céder à tous les messages complotistes, angoissants, terrifiants qui viennent que majorer notre vulnérabilité à ce problème infectieux qui est une réalité, mais dans lequel garder un moral de bonne qualité, garder des objectifs, garder confiance dans ce en quoi nous croyons et qui nous permet de continuer à vivre, c'est très important. Et donc vraiment, je vous souhaite de pouvoir faire ce chemin-là et de pouvoir garder, de vous protéger au mieux et de protéger les autres autour de vous. Et je pense que c'est aussi une expérience qui nous apprend à renforcer notre solidarité les uns par rapport aux autres. On n'est pas tous égaux, même si c'est le vœu de la République. On a besoin également de renforcer notre capacité à faire attention les uns aux autres. Et c'est peut-être une belle occasion de savoir faire ça mieux ensemble, Oui. comme nous savons le faire aux Antilles et en Guyane. Alors, vous parlez de psychiatrie, justement. Comment les gens ont passé ce moment avec le confinement? Est-ce que quelque part, ça a des retombées négatives sur chacun ou sur certaines personnes en psychiatrie, justement? Est-ce qu'on a cette impression de la mort inéluctable à notre porte? Enfin, est-ce que vous sentez que les Martiniquais ont basculé quelque peu dans ce côté psychiatrie? Alors, en tous les cas, ce qui est clair, c'est que cette situation est anxiogène. Ça veut dire qu'elle augmente le niveau d'angoisse de chacune et de chacun. Vous avez raison, elle nous rappelle que notre santé n'est pas quelque chose d'acquis de façon définitive. Notre santé, elle se protège chaque jour. Et que un certain nombre de Martiniquais, Martiniquaises, Guyanais, Guyanaises et Guadeloupéens, Guadeloupéennes perçoivent aussi cette réalité de la fragilité de notre santé. Et on voit une augmentation des comportements qui s'apparentent à des symptômes dépressifs, des comportements suicidaires qui sont également plus importants, avec un pessimisme qui est plus présent. Et j'ai vraiment vu des personnes particulièrement affectées avec une phrase qui m'avait beaucoup touché, d'une famille qui disait « Aujourd'hui, c'est moins triste de faire des obsèques que faire des naissances ». Et je me suis dit, ça c'est vraiment touchant, que quelqu'un puisse croire ça et le partager. Donc oui, il y a besoin d'entendre ce malaise profond que nous traversons, qui va pas s'éteindre tout seul en 2021. On a des cicatrices importantes de cette année qui était un drôle de 20 sur 20 quand même que nous avons subi. On voit bien qu'il y a besoin là de puiser dans nos ressources, notre créativité. Oui, il y a un niveau d'anxiété plus important, il y a un niveau de consommation également de produits, et on a de l'alcool, du cannabis dans nos régions, dans lesquelles il faut savoir vraiment s'en protéger, ne pas être dans les comportements excessifs et dangereux pour ne pas aggraver notre vulnérabilité. Il y a une fragilité économique, il y a une réalité sur des territoires qui se redressaient doucement de crises précédentes, dans lesquelles il y a des raisons d'être inquiet, mais il y a aussi des raisons de se faire confiance. Mais la confiance, il faut la construire ensemble. Alors justement, SOS Crise a toute sa place dans cette fragilité, dans tout ce qui se passe en ce moment. Est-ce que vous avez eu beaucoup plus d'appels de SOS, Oui. des gens en détresse à travers SOS Crise? Est-ce que vous avez un petit peu le nombre d'appels, ou est-ce qu'il y a eu vraiment une augmentation d'appels au secours à SOS Crise? Alors, absolument. On a une augmentation du nombre d'appels et qu'on a aussi anticipé grâce au soutien
qui nous a été apporté, de pouvoir évoluer la plateforme vers une réponse 24 heures sur 24, ce qui est vraiment tout à fait considérable, même si on a parfois peu d'appels la nuit, mais des appels qui sont extrêmement importants parce que ce sont des appels de détresse. Et là, c'est vraiment la conviction de pouvoir sauver la vie d'une personne qui se sent désemparée profondément et qui va retrouver une écoute aidante et structurante au milieu de la nuit. Donc, pour vous dire quelques chiffres, on a, depuis la création de SOS Crise en 2016, on a eu un peu plus de 13 000 appels, dont 7 000 appels en 2020, ce qui montre vraiment toute l'importance. On a 2 à 3 fois plus d'appels depuis mars dernier, avec des pics qui ont évolué selon différentes périodes, et 599 appels en décembre 2020. Donc on a une augmentation importante, qui est à la fois le témoin de cette crise, qui est ressentie, qui est identifiée. Le fait que aussi les gens identifient mieux SOS Crise comme un partenaire. Et je crois que ce qui est beau dans ce que nous avons construit avec Fabienne Sainte-Rose, avec toute l'équipe de SOS Crise, c'est de pouvoir ancrer SOS Crise dans la communauté. Les gens appellent la communauté qui a un niveau de compréhension particulier, mais également dans la collaboration avec les partenaires associatifs, l'Union des femmes de Martinique, Cap Caraïbes, mais également, j'insiste sur l'ancrage avec le CHU qui nous apporte un vrai soutien structurel et financier avec l'ARS, et avec également la plateforme Orange Caraïbes qui nous apporte également son soutien. Je trouve que nous avions atteint quelque chose vraiment d'important en 2020 et qu'il faut absolument consolider, puisqu'on a vraiment consolidé un ancrage entre la population, puisqu'on a formé 600 personnes en Martinique sur ce format du référentiel de l'intervention de crise. On avait en 2020, en décembre, 99 intervenants préventeurs de crise qui ont pu assurer ces presque 600 appels que nous avons reçus. Donc c'est beaucoup. C'est un peu exceptionnel aussi parce qu'il n'y a pas d'autres régions où il y a un dispositif de cette sorte-là qui soit ancré dans la communauté, mais allié et identifié par les institutions, notamment régionales. Alors, lors de ces appels, on dénombre plus d'hommes, de femmes, ou est-ce que nous avons aussi des mineurs qui appellent lors de ces interventions ? Alors, on a beaucoup plus de femmes que d'hommes. On a à peu près 20% d'hommes qui nous appellent. Alors, c'est pas assez, mais c'est déjà pas mal. Parce que c'est tellement compliqué pour les hommes de pouvoir identifier quelque chose de leur émotion. Voilà. Et ce qui est un peu, je crois, une vraie question qu'on a. Et puis, il y a aussi la peur de ne pas être un homme. Exactement. J'allais dire quelque chose que je vous le dis parce que je pense qu'il ne faut pas le dire comme ça, mais on le pense comme ça. J'allais dire, les hommes n'aiment pas toucher leur vulnérabilité. C'est ça. Mais en même temps, je ne vous ai pas dit ce mot-là, je vous ai dit, ils n'aiment pas parler de leurs émotions. Parce qu'il y a ce lien que font les hommes, qui est émotion veut dire vulnérable. En fait, non. Ce qui est vulnérable, c'est quand je ne sais pas identifier mes émotions. Voilà. Si je sens que je suis anxieux, l'anxiétude est une émotion. Si je sens que j'ai peur, c'est une émotion. Eh bien, il faut que je le prenne en compte parce que ça va modifier aussi ma façon d'organiser les choses dans ma vie. Mon raisonnement n'est pas le même quand il est sous l'emprise de la peur, par exemple. Et donc, du coup, apprendre à identifier sa peur, c'est être plus fort. Voilà. Et c'est pas une faiblesse. C'est normal, nos émotions, c'est ce qui fait la richesse de notre humanité. Le problème, c'est qu'on apprend aux hommes, aux garçons jeunes, un homme ne pleure pas, un homme ne doit pas montrer ses émotions, il faut être fort, il ne faut pas pleurer. Et on est ancré avec cette éducation et ça pousse les hommes à ne pas, par exemple, aller porter plainte lorsqu'ils sont battus, parce qu'il y a aussi des hommes battus en Martinique. Et ils ont peur d'aller au commissariat parce qu'on risque de leur dire « tu n'es pas un mec ». Te faire taper par une nana, tu n'es pas un mec. Donc tout ça, ce sont des barrières pour laisser s'exprimer ses sentiments. Je crois. Absolument, mais du coup, c'est peut-être de bons messages pour les papas et les mamans aujourd'hui qui ont des enfants et des enfants en bas âge, parce que même s'il n'est jamais trop tard pour faire autrement, les inscriptions éducatives les plus précoces sont les plus robustes quand même. Ouais. Et comment modifier notre façon de parler à ces petits garçons, et je dis bien les papas et les mamans, parce que les papas aussi font ça. Les papas, ils disent trop souvent à leurs petits garçons, tu dois pas pleurer, sinon t'es comme ta sœur, t'es comme une fille, t'es comme...
Et les mamans font pareil. On est dans ce schéma comme si c'était quelque chose qui était inéluctable. Non, ça dépend de nous de le changer. Bien sûr. Ça dépend de notre volonté de considérer que oui, pour un petit enfant aujourd'hui, de voir que son papa ne sait pas s'il va pouvoir continuer à avoir son activité, son métier, son restaurant, son telle ou telle activité dans laquelle il voit que le papa est inquiet, il a vu la maman pleurer, que le garçon est triste de ça, eh bien oui, eh bien c'est adapté de pouvoir avoir des moments de tristesse. Et ce qui est important, c'est de pouvoir le partager, qu'on se saisisse de ce contexte qui exacerbe un peu des émotions d'inquiétude, et bien qu'on sache les reconnaître, mais qu'on sache aussi les équilibrer, parce qu'il y a aussi des ressources de joie et de plaisir qu'on doit pouvoir et qu'il faut trouver, il faut construire et peut-être être innovant aussi pour ça. Alors pour revenir à SOS Crise, j'ai pu comprendre, Fabienne Sepros me disait que vous êtes à la recherche de certaines personnes pour venir consolider SOS Crise. Absolument. On est dans une phase où on a 4 salariés aujourd'hui qui assurent le plus grand nombre des nuits, pas exclusivement, donc ça veut dire des personnes qui sont payées au tarif réglementaire pour pouvoir assurer les nuits, parce que le bénévolat ne permet pas aujourd'hui d'assurer cette charge de nuit qui est une charge la plus physiquement éprouvante. Donc on recrute de nouvelles personnes comme bénévoles et comme salariés aussi, et on est aussi en train de passer un cap pour avoir un noyau administratif de personnes salariées pour pouvoir consolider l'ancrage de SOS Crise avec les partenaires pour la recherche de subventions, pour la recherche de tous ces partenaires que nous souhaitons consolider. Donc on fait bien sûr un appel à nouveau pour ceux qui veulent apprendre à être capables d'intervenir en situation de crise, eh bien, qui viennent nous voir, qui viennent sur le site de SOS Crise ou en nous appelant au 0800 100 811 et qu'ils entendent que 0800 100 811. Okay. 0800 100 811. Appelez-nous, numéro vert gratuit. Et à ce numéro-là, on prendra vos coordonnées. Vous pouvez également sur l'adresse mail sos.crise@gmail.com, vous nous écrivez. Et vous pouvez nous dire, voilà, je souhaiterais participer à cette activité d'intervention de crise en écoute téléphonique pour prévenir les situations de crise et la gravité notamment du risque suicidaire, mais pas uniquement. Et on va vous apprendre, c'est ça qui est important, c'est que c'est vraiment une démarche d'échange. Ça veut dire qu'on va vous transmettre quelque chose qui va vous aider, vous allez le co-construire parce que on est petit, hein, on est né en 2016, donc on est bien conscient qu'on est tout jeune et qu'on a à mûrir, à grandir et que toutes les crises sociétales que nous vivons nous amènent à faire évoluer. Donc les bonnes personnes qui viennent avec l'esprit d'apporter quelque chose aussi d'eux-mêmes, de leur connaissance, de leur expérience, de leur savoir-faire, on prend et on travaille ensemble. C'est vraiment ça l'esprit de ce que l'on fait. Alors, SOS Crise, il y a tout ce dont nous avons parlé. Vous avez parlé tout à l'heure là aussi des complotistes. Alors, concernant le vaccin, monsieur le professeur, quel est votre avis sur ça? Parce que les gens se disent, ma foi, on va changer mon ADN, on va ceci. Alors, vous, homme de science, aujourd'hui, quel conseil que vous pouvez donner aux Martiniquaises, aux Antillais, Guyanais, lorsque ce vaccin sera dans nos eaux, faut-il se faire vacciner? Première question. Et deuxièmement, est-ce que le gouvernement n'a pas intérêt à laisser tous les volontaires se vacciner? Pourquoi passer par des cases d'abord des gens de telle période, de tel âge? Est-ce que ce ne serait pas pour renforcer la crédibilité du vaccin, que tous ceux qui sont prêts à se faire vacciner puissent commencer à se faire vacciner aussi? Alors, on a vraiment envie de savoir cela précisément. Vous savez que moi, ma spécialité, c'est la psychiatrie, donc je n'ai pas de compétences pour décrire le vaccin. Ce que je sais, moi, et ce que je comprends, c'est qu'on a besoin de passer par cette étape-là, qu'il y a un processus qui est connu, parce que d'autres vaccins ont déjà été faits sur ce modèle-là, et qu'il faut s'appuyer sur ce que nos structures scientifiques ont construit, ont préparé, avec un grand nombre de garanties et de sécurité qui sont mises en place. Et il faut se méfier surtout de ceux qui critiquent sans être capables de proposer autre chose et qui n'ont pas des éléments scientifiques pour contester ce qui nous est proposé. Oui. Et du coup, on a trop vu des prédicateurs qui s'improvisent comme ça, capables de pouvoir dire si c'est bon ou pas bon. Je pense que nos scientifiques ont un haut niveau de compétence, les médecins ont un haut niveau de compétence. Ils vont s'engager avec les informations qui leur sont données, parce qu'il y a des règles très strictes pour faire progresser un vaccin et arriver à ce niveau.
L'OMS est également très engagée avec des exigences qui sont très élevées et qui ne peut pas prendre le risque de soutenir telle ou telle démarche s'il n'y a pas des éléments de preuve scientifiques. Donc, certains n'ont pas encore pu consulter l'ensemble des preuves qui ont été avancées aujourd'hui. Il faut avancer, que chacun reste dans sa compétence. Je crois que ce qui est très important quand on traverse une situation de crise, c'est de ne pas aggraver la désorganisation que la crise vient créer. Et donc, du coup, pour ça, que chacun reste dans sa compétence. Que le garagiste répare bien les voitures, que le pêcheur aille nous rapporter du bon poisson, que le boucher choisisse bien ses viandes et que les médecins soient dans leur domaine de compétences avec leurs équipes paramédicales. Si chacun critique, je ne suis pas capable de critiquer mon garagiste. J'aime beaucoup mon garagiste et je lui fais confiance parce qu'il a une compétence, il a une expérience, il a un savoir-faire. Ouais. Et il faut faire attention à ceux qui se mettent en avant en critiquant tout. Mais qu'est-ce qu'ils font, ceux-là, en général ? Il y a des critiqueurs professionnels, ceux-là qui font des fois beaucoup de chemin comme ça, mais qu'est-ce qu'ils proposent ? Aujourd'hui, il faut aller vers des propositions concrètes avec des éléments de preuve, et c'est comme ça qu'on sort d'une crise. C'est chacun dans son métier, chacun lucide sur ce qu'il fait, chacun reste dans son domaine de compétences, mais aussi dans la solidarité, en regardant celui qui est inquiet, comment je vais l'aider, non pas à faire de l'emprise sur lui en renforçant son inquiétude, parce que c'est trop facile aujourd'hui de porter des messages inquiétants. On capte une partie de la population qui est tellement inquiète que si on renforce leur inquiétude, ils vont dire « Ah ben lui, il a raison, parce que il dit comme moi, il est très inquiet, donc j'ai bien raison d'être inquiet. » Non, il fait son fonds de commerce peut-être avec lui, peut-être qu'il n'a pas grand-chose à proposer, autre que de se faire valoir auprès de celui qui a peur. Ça, c'est trop dangereux, c'est pas éthique, c'est pas responsable. Je pense qu'on est dans une situation où chacun doit s'engager dans son domaine de compétences et qu'il apprenne. Et ceux qui veulent apprendre mieux les vaccins, comment ils fonctionnent, eh bien, on a une faculté de médecine qui leur ouvre les portes et qui viennent s'inscrire au PACES, dans lesquels on est on passe maintenant un nouveau format de la réforme de la médecine. On augmente le nombre de places parce qu'on est convaincu qu'aux Antilles, il faut davantage, et en Guyane, plus de médecins. Donc on ouvre le nombre de places, on est très engagé avec l'université. Que chacun reste dans son domaine de compétences avec un esprit critique. Voilà, on doit avoir un esprit critique, mais de rationnel, pas uniquement sous l'emprise de la peur qui cherche à casser ce que l'autre fait et pour se mettre en avant parce que j'ai cassé. T'as cassé, mais t'as fait quoi ? C'est ça, on vit pas sur les cassures, on vit sur les socles. Votre beau bâtiment, il est construit. Donc du coup, voilà, comment on construit, comment on avance et comment on peut discuter et dire que peut-être la couleur pourrait être différente, mais pourquoi ? Et qu'on avance avec des arguments de respect, de confiance pour sortir ensemble de la crise. Et peut-être qu'on aura un modèle de vie qui pourrait être meilleur après la crise. C'est ce qu'on doit être capable de faire. Merci, professeur GL, d'être venu à Zouk TV pour nous donner tous ces bons conseils. Merci beaucoup. Merci à vous. Félicitations à toute votre équipe et à vous-même pour ce que vous faites avec SOS Crise, puisque c'est à la disposition des Antillais guyanais, parce que la Guyane peut aussi vous appeler, c'est pas seulement réservé à la Martinique. 0800 800, c'est gratuit pour tous ceux qui nous appellent. Pour tous ceux qui veulent appeler. De tous les territoires d'outre-mer, on les accueille bien volontiers. Merci, professeur Gilles. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur une autre émission de Zouk TV.